Phone Records présente. Allô, c'est nous. Merci. En cours. C'est combien, madame ? 5e étage. Un podcast réalisé par Louise Adou et Nicolas Roy. 4e épisode, à la croisée des foyers. Ça va ? Oui, désolée du retard. Non, mais le marathon, en plus, je le savais et je me suis pas... Entrez, bienvenue. Wow. C'est beau. Ah, c'est mignon, ça. Instabilité gouvernementale, recul des droits et libertés, montée du fascisme, banalisation de la violence, rejet des différences et hostilités envers celles et ceux que nous appelons étrangers, tant d'événements que nous constatons ces dernières années et qui font état de l'évolution inquiétante de notre monde. Dans ce contexte, il est naturel de se sentir submergé. Pour autant, il est nécessaire de se questionner sur le rôle que nous pouvons jouer, sur la manière dont nous pouvons lutter ou simplement soutenir celles et ceux qui luttent. C'est de cette préoccupation que découle le travail de Sarah Dimar. Elle observe les actions de soutien et de lutte au cœur des nombreuses manifestations auxquelles elle participe et ancre ses recherches sur l'écoféminisme. À travers l'installation et la photographie, Sarah expose la manifestation comme une accumulation de tensions individuelles qui se collectivisent, formant un noyau dense et vibrant qui s'exprime au sein de l'espace public. Les manifestations sont pour elle des foyers composés de plusieurs feux, dont elle étudie les portées et les enjeux afin de comprendre comment nos sociétés contemporaines habitent et agissent collectivement dans le monde. L'art, c'est indissociable en soi de la notion de contestation, dans le sens où toute l'histoire de l'art, elle s'est forgée sur une succession de tentatives pour s'affranchir en fait d'instances politiques dominantes. Et les mouvements sociaux, en particulier les manifestations, pour moi, ce sont de véritables laboratoires artistiques, parce que le feu insurrectionnel, il est souvent mobilisé. Je pense notamment aux brasiers de poubelle qu'on a vu pendant la lutte contre la réforme des retraites, même pendant le mouvement du 10 septembre. Ce feu-là, il est aussi mobilisé à travers d'autres dispositifs comme le fumigène, par exemple, qui émet une flamme et on voit la fumée épaisse envahir l'espace. Dans le contexte d'une protestation populaire, le feu, il est souvent associé à la sauvagerie politique, entre guillemets, parce qu'il peut être allumé pour détruire des poubelles, des panneaux publicitaires ou former une barricade. Et en soi, le premier rapport qu'on entretient avec le feu, il est marqué par une règle qui est d'abord sociale, c'est celle de ne pas le toucher. Gaston Bachelard, il fait ce constat dans la psychanalyse du feu et il souligne qu'au final, l'enfant, il a plus peur de se faire punir par son parent si jamais il touche le feu, plutôt que de se brûler lui-même. De ce point de vue-là, le contact qu'on entretient avec le feu dans une manifestation, c'est lui-même une forme de désobéissance et de transgression. C'est essentiel pour moi de penser le feu en premier lieu dans son usage contestataire parce que, en fait, à travers le monde, les écoféminismes reposent avant tout sur des luttes sociales. Et contrairement à la réputation de pureté et d'harmonie qu'on associe beaucoup aux écoféminismes, je préfère investir ce jaillissement, ce débordement et ce qui est appelé sauvagerie politique ou aussi hystérie politique. L'écoféminisme établit un lien entre les mécanismes de domination exercés sur les femmes et les personnes de minorité de genre et la destruction de la nature. Dans ce contexte, lorsque le feu, associé au foyer domestique traditionnellement assigné aux femmes, est réapproprié lors de manifestations, il devient une image politique forte. Il sort de l'espace intime pour investir l'espace public et devient un outil de transformation sociale, surtout lorsqu'il est utilisé par des femmes. C'est ce qu'explique Sarah en prenant exemple sur le cas de la Commune de Paris. Pour rappel, la Commune de Paris est le nom donné à une révolution survenue en 1871, durant laquelle les habitants de Paris ont pris le pouvoir de leur ville afin de tenter de créer une société plus juste. Cette expérience politique s'est achevée par une répression extrêmement violente, connue sous le nom de la Semaine sanglante, au cours de laquelle des milliers de personnes furent tuées, emprisonnées ou contraintes à l'exil. Aujourd'hui, la Commune de Paris demeure un symbole fort de résistance, d'émancipation et de lutte sociale.
En 1871, pendant la Commune de Paris, en fait, il y a eu des femmes qu'on a appelées des pétroleuses, qu'on a appelées aussi des sauvages, des hystériques politiques, qui en fait mettaient le feu aux bâtiments de Paris pendant la Semaine sanglante. Ce qui est hyper intéressant avec ces femmes-là, c'est qu'il y a des procès qui ont été menés à leur rencontre. Ce qui leur était reproché, c'était précisément le fait qu'elles sortaient dans l'espace public pour faire un usage du feu au lieu de rester justement cantonnées à l'espace privé. Elles déviaient de leur prétendu rôle naturel d'épouse et de mère. C'est des femmes qu'on traitait de sorcières. Hein. La figure de la sorcière, elle se situe un peu à l'intersection de discours pathologistes, sexistes, misogynes, racistes, notamment pendant la Commune de Paris, parce que si on les a traitées de sauvages et tout, et même dans les représentations de ces femmes-là, les dessins qui ont été faits dans la presse, etc., c'est vraiment imbibé d'un regard colonial, dans le sens où, sur les dessins, on voit qu'elles ont les cheveux ébouriffés, elles portent des créoles, c'est les seules boucles d'oreilles que les femmes esclavagisées avaient le droit de porter. Il y a une iconographie qui reprenait les codes coloniaux dans le dessin, quoi. Ça vient pas de nulle part, ça vient du fait que la Commune de Paris, elle a lieu en 1871, mais un an avant, en 1870, des femmes à la Martinique ont mis le feu aux plantations. À partir de ce moment-là, étant donné que les pétroleuses ont reconduit cet usage du feu pendant la Commune de Paris, il y a une association en fait directe qui a été faite. D'accord. Le feu, c'est l'arme des sauvages. Cette logique de détournement du feu domestique en symbole de lutte et de revendication, elle se retrouve au cœur de la pratique artistique de Sarah. Plutôt que d'utiliser un album photo pour conserver des souvenirs familiaux, elle y archive des images de manifestations. Ainsi, elle affirme l'importance de ces mobilisations et leur donne une place durable dans la mémoire intime et collective. Du coup, toi, tu as un protocole en soi de conservation. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu fais une manifestation, tu imprimes, tu développes les photos. Je vais faire imprimer, ouais. Ok. Et ensuite, tu les archives et tu fais ça à chaque fin de manif ou en fait tu les conserves et ensuite... C'est vrai que quand les manifestations sont récurrentes et que c'est toutes les semaines, etc., j'ai pas forcément le temps de chaque semaine aller faire imprimer les photos pour ensuite les archiver. Mais dans l'idée, oui, c'est ça. Enfin, je prends mes photos de manifestation, ensuite je travaille la retouche couleur. Et ensuite, une fois qu'elles sont imprimées, là, pour le coup, c'est là que ça rejoue un peu ce temps rituel parce qu'au final, je choisis les photos, je date aussi. Oui. Tout est daté. Par exemple, donc pour celle-là, on est le 10 septembre 2025. C'est la série qui finit cet album photo-là qui regroupe 6 ans de manifestations depuis 2019. On est au moment du gouvernement Bayrou et le Premier ministre nous annonce que pour faire des économies sur le budget de l'État en parlant de la dette française, etc., on allait plutôt aller chercher cet argent chez les plus précaires. Sur cette manifestation-là, j'ai vraiment attendu que la manifestation soit finie pour commencer à prendre des photos. Et ce qui s'est passé, c'est que on arrivait sur un pont et la manifestation se finissait 500 mètres plus loin. Et les prises de parole des organisations syndicales commençaient à être faites et la police a gazé en utilisant des gaz lacrymogènes pendant les prises de parole de la CGT, chose qui n'arrive jamais. Donc là, c'est une série de photos particulières parce que je l'ai commencé à partir du moment où cette manifestation a débordé en manifestation dite sauvage. Donc l'action politique en elle-même, elle est empreinte de ritualité. Quand on va en manifestation, on fait le tour de la ville. Avant de commencer la manifestation, il y a des prises de parole. Ensuite, on marche. Et à la fin, on a encore des prises de parole, etc. C'est Émilie H. qui écrit que l'action politique, en tant qu'elle se constitue autour d'un groupe pour produire son propre sens, elle peut être entendue comme le résultat d'un rituel. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est l'idée de remettre le rituel politique au sein de la sphère privée. Le travail de l'album photo s'inscrit dans une recherche de monstration et de médiation autour d'un objet familier et accessible, un objet que tout le monde connaît. Sarah emploie également ce travail de détournement avec le roman photo et s'inspire des pratiques situationnistes, notamment celle de Guy Debord.
Lors de mai 68, Guy Debord détournait des romans photos existants en y apposant de nouveaux dialogues afin de produire une propagande révolutionnaire. En s'appropriant ce type de format populaire, il s'agit de remettre en question des idéologies profondément ancrées et d'inviter à nourrir notre esprit critique face à des situations qui tendent à se banaliser dans notre société. Mon roman photo, je l'ai appelé Noces de Lourdeau, ou satire d'une culture dominante qui se la coule douce. Il est composé d'autoportraits de mon propre couple que je mets en scène dans une fiction. Alors, le roman photo, c'est quoi ? Parce que c'était quelque chose qui était très populaire au départ, et maintenant c'est vrai que c'est moins répandu de lire des romans photos. Le roman photo, c'est un genre qui est proche de la bande dessinée, où on va trouver des photographies agencées en séquences et qui vont être comme ça agrémentées de bulles de dialogue pour former un récit. C'était un grand outil de consommation dès son apparition en 1947 en Italie. C'est vraiment un genre qui est fait de surexplicitation, qui au départ n'a aucune ambition artistique. Et dans l'idée, c'est un genre narratif qui est très guindé, qui a la même structure narrative en fait. On a toujours une histoire d'amour qui est ponctuée de moult péripéties, mais où la fin est toujours heureuse. Et c'est très cliché. C'est très cliché, c'est très hétéronormé. Et à l'époque, en fait, c'était un moyen propice pour s'évader après les années fascistes de la Seconde Guerre mondiale. Un peu de la même manière que, par exemple, la bande dessinée a reçu un grand discrédit institutionnel, le roman photo, c'est un genre qui a été considéré comme infréquentable, précisément parce qu'il porte un caractère populaire et féminin. Et c'est ce caractère-là, moi, qui m'intéresse, parce que le dispositif et son contenu sont très accessibles, du coup. Noces de Lourdeau raconte l'histoire d'un homme, plutôt macho et sexiste, au style de bad boy, qui rencontre une femme sur une plage. Leur première interaction est tumultueuse. La femme est choquée par les manières grossières du garçon, mais finit malgré tout par se laisser séduire. Peu à peu, ils tombent amoureux et quelques années plus tard se marient. Une vie de couple s'installe alors, où chacun se retrouve enfermé dans des rôles très hétéronormés. La femme assure l'ordre du foyer, tandis que l'homme en assure les revenus. Cette vie, en fait, très traditionnelle, elle est au service aussi d'une idéologie particulière. Je me suis beaucoup renseignée sur un mouvement qui a émergé en 2016 sur les réseaux sociaux. La Tradwife. La Tradwife, exactement. Et en fait, c'est une communauté de femmes qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux pour promouvoir un style de vie basé sur l'idéal traditionnel de la femme au foyer blanche, états-unienne, des années 50. Leurs convictions, en fait, elles se fondent sur un bonheur féminin qui est forcément assuré par le bonheur masculin. Elles font le choix d'être femmes au foyer. En fait, c'est une idéologie qui est très proche du trumpisme et du fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est tout simplement une idéologie qui va prendre le discours féministe pour l'instrumentaliser à des fins racistes et militaristes. Le roman photo se finit sur le moment où Madame Lourdeau tombe enceinte. Ce qui infuse, c'est vraiment cette idée de on va répondre à la nécessité d'un réarmement démographique. Ça, c'est une formulation qui vient d'Emmanuel Macron pour réagir à la baisse de la natalité. Et moi, là-dedans, j'ai vu vraiment une idéologie qui se rapproche du fascisme. La devise de la France, à un moment donné, sous Pétain, ça a été travail, famille, patrie. Et du coup, à partir de cette grossesse, en gros, ce qui se passe après le voyage de noces, c'est que la grossesse fait naître dans l'imaginaire du couple cette idée qu'on sert la patrie, on sert le pays. Donc ça part d'un quotidien privé pour en venir à une idéologie qui dépasse le privé et qui, en fait... sert le collectif. Ouais. La patrie. La patrie. Dans Noces de Lourdeau, c'est un couple heureux qui est représenté. Par son illustration et sa narration, Sarah cherche à montrer à quel point cette image idéalisée participe indirectement à un système qui dissimule des formes de violence, d'exclusion et de domination. Cette réflexion est prolongée dans une autre œuvre de l'artiste, Immaculée. Il s'agit d'une installation composée de chauffe-lit, duquel est diffusé un enregistrement sonore de l'artiste en train de nettoyer, à l'époque où elle travaillait comme employée de ménage. Les chauffe-lits sont des objets autrefois utilisés en hiver, des sortes de bassinoires, le plus souvent en cuivre, dans lesquelles on plaçait des braises chaudes et que l'on glissait sous la couette pour réchauffer l'intérieur des lits.
Ces objets, aujourd'hui complètement oubliés, sont réemployés par Sarah comme des artefacts porteurs de pouvoir et de savoir liés à l'expérience ménagère. Les sons qui en sortent, répétitifs et mécaniques, déroutent. Ils évoquent d'autres registres, des bruits bestiaux, voire des sons à connotation sexuelle. Ces rapprochements, qui renvoient dans un premier temps aux clichés et à l'imaginaire pornographique souvent projeté sur la figure de la femme de ménage, donnent l'image d'un corps en action, transpirant, s'affairant à nettoyer ce qui l'entoure au fil même de sa propre salissure. Le titre, Immaculée, écrit avec un tiret entre le im et le maculé, porte un double sens. Ce qui est sali, maculé, et ce qui est propre, impeccable, immaculé. Dans Immaculée, j'ai abordé la féminité traditionnelle plutôt sous l'angle du travail domestique salarié. Donc là, on ne se situe plus dans la figure de la femme au foyer, mais plutôt dans celle de l'aide à domicile salariée. Moi, en tant que femme de ménage à domicile pendant 2 ans, à la limite de la légalité, j'ai enregistré avec mon téléphone portable les sons de mon corps au travail. Donc on entend le frottement des chiffons sur les vitres, le parquet qui craque pendant le repassage, l'éponge qui gratte la cuvette des toilettes. C'est une ritualité sonore parce que le travail ménager, c'est un travail de reproduction. Tu refais toujours la même chose. Et là-dedans, j'ai revu cette histoire du rituel dont on a déjà parlé pour la manifestation, pour l'album photo. Là, dans cette figure motrice de la femme de ménage, je retrouve cet aspect rituel. La femme de ménage, dans l'imaginaire collectif, elle a souvent été associée à la souillure sexuelle et à la bestialité. Quand on nettoie un appartement, il y a des sons répétitifs qui parfois sèment le trouble et en fait on sait plus précisément ce qu'on est en train d'écouter. Dans cet imaginaire collectif de la femme de ménage associée à la souillure sexuelle, etc., c'est là en fait où mon positionnement écoféministe il va venir rencontrer les féminités traditionnelles. Le lieu, il va être nettoyé au prix du salissement du corps et à mon sens, cette saleté-là, qu'elle soit purement de l'ordre de la transpiration, de la poussière ou de la sexualité, elle est dotée d'une puissance d'agir. Et cette puissance d'agir-là, elle est politique. Là où dans le roman photo, j'ai plutôt travaillé en fait l'illusion de la pureté, l'idéologie qu'elle diffuse. Mon positionnement écoféministe, il vient dire que la saleté a une puissance d'agir politique à l'encontre de ce genre d'idéologie prétendument pure, quoi. Le travail de Sarah l'implique à ce qu'elle réévalue sa position d'artiste-chercheuse, mais également de femme blanche, occidentale, dont le point de vue n'est pas neutre. Son œuvre devient alors un espace de questionnement critique. D'où parle-t-elle et quelle est sa légitimité à aborder ces problématiques ? Ces derniers temps, je me disais que oui, avec les expériences de travail d'aide ménagère à domicile, etc., j'avais une infime expérience du terrain, mais au final, décider de résister à ma manière, d'enregistrer mon corps au travail, c'est un privilège immense. C'est un privilège immense aussi de pouvoir injecter de la résistance comme ça et d'avoir la possibilité de la transcrire sous la forme d'une œuvre d'art. Dans un sens, je n'ai ni connu la précarité ni les conditions de travail de ces femmes. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à dire, c'est que je cherche pas à parler au nom de toutes les femmes ou à m'adresser à toutes les femmes dans une perspective un peu universaliste. Parler au nom de toutes les femmes, ça efface les différences sociales, quelles qu'elles soient. Mais dans un autre sens, moi je souhaite aussi visibiliser ce métier en tant qu'il fait partie des fondations du capitalisme en fait. À titre perso, j'écris et je crée en conscience que mon profil en fait, il est vraiment typique de la majorité des universitaires qui de manière revendiquée ont travaillé les écoféminismes. C'est Jeanne Burgard-Goutal qui écrit que les écoféministes françaises d'aujourd'hui sont pour la plupart des femmes jeunes, blanches, très diplômées, souvent cisgenres. Et que le risque pour le courant d'être taxé de féminisme blanc et élitiste est bien présent. Donc je suis vraiment consciente de cette responsabilité-là. C'est un écueil en fait d'essentialiser le courant dans cette figure de la femme blanche, mince, valide, cisgenre. J'écris et je crée depuis une catégorie qui a du sang sur les mains et que je mobilise dans mon art, particulièrement dans mon roman photo par exemple. Donc pourquoi c'est une catégorie qui a du sang sur les mains ? Parce que c'est une catégorie qui s'est autoproclamée pure et naturelle. Et mon but, ça va plutôt être d'interroger la non-innocence, de percevoir les femmes de la classe dominante comme des êtres politiques qui doivent assumer leurs responsabilités.
Et oui, c'est un travail complexe parce que je me rends compte que c'est pas suffisant en fait de parler par exemple de fémonationalisme pour aborder les responsabilités des féministes blanches. Ce que je veux dire, c'est que les rapports d'oppression, ils peuvent aussi être perpétrés par les personnes précisément qui se revendiquent comme progressistes ou comme écoféministes. J'en fais partie. Donc concrètement, dans mes recherches, je vais en fait multiplier des références dont les positionnements vont participer, selon moi, à faire une recherche démocratique dont le but reste l'action politique. Donc je dois beaucoup aux autoristes décoloniaux et queer pour me guider dans l'élaboration d'une recherche mouvante et engagée. Donc je peux les citer en vrac, Bell Hooks, Vandana Shiva, Myriam Bafou, Syl Serf Molpoy, Mohamed Amerméziane. Voilà, c'est des personnes qui me permettent d'étayer mes idées, de me contredire surtout, jusqu'à me perdre. Mais c'est un passage obligé en terre écoféministe. En fait, au beau milieu des vies et des récits déviants que j'ai pu côtoyer ou lire, je suis d'abord devenue valide, puis femme, puis humaine, puis blanche, puis enfin cisgenre. Devenir valide, pour moi, ça a été l'expérience de grandir au contact d'un parent en situation de handicap moteur dans un monde validiste. Devenir femme, ça a été l'expérience d'avoir été éduquée en tant que femme dans un monde sexiste. Devenir humaine, pour moi, ça a été l'expérience d'administrer des soins intensifs à une jument que je considère comme ma sœur dans un monde spéciste. Devenir blanche, ça a été l'expérience du rapport de force avec la police uniquement dans le temps des manifestations, quand c'est le lot quotidien des habitants des banlieues dans un monde raciste. Et devenir cisgenre, ça a été l'expérience en tant qu'agente d'accueil pour une exposition à propos des communautés queer dans un monde transphobe, d'entendre une visiteuse transphobe se plaindre à proximité d'une personne trans. C'était à la croisée des foyers. Ça calme. Voilà, des multiples devenirs. Oui. Mais ce qui est drôle, Le 4e épisode de la série de podcasts en cours, proposé par Phone Records. La plupart des femmes disent, ont tendance à dire je suis d'abord devenue femme. Moi, je considère que je suis pas d'abord devenue femme, je suis d'abord devenue valide en fait. À retrouver sur les plateformes d'écoute et sur notre site internet phonerecords.fr. Un peu ce que tu avais mis. Ça a trop évolué, ouais.